Bonsoir, bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes le 26 mai 2018. Il est 20 heures et c'est ma dernière soirée à Palerme, car demain, je rentre en France où je vais résider 2-3 semaines près d'Avignon, dans le Vaucluse. Et je vais profiter d'ailleurs de ma présence dans cette région du Vaucluse pour co-organiser avec Daniela Canti, donc Daniela que j'ai reçue à plusieurs reprises sur ma web TV, qui nous a parlé notamment des constellations familiales. Donc voilà, le 16 et le 17 juin, donc, je co-organise avec elle une soirée conférence et une journée à Blovac, un magnifique petit village médiéval juste à côté de Carpentras. Donc si vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous faire une petite causerie sur un de mes sujets préférés, le couple. Alors, pourquoi un de mes sujets préférés? Eh bien, parce que pour moi, le couple, c'est vraiment la voie royale vers la connaissance et l'accueil de soi. En tous les cas, c'est ce que ça a vraiment été pour moi. D'ailleurs, c'est rigolo parce que au départ, l'émission, je l'ai appelée le couple, un chemin sacré vers soi. Et lors de la programmation, au niveau de LGC, ils m'ont introduit une petite erreur et le titre est devenu le couple, un sacré chemin vers soi. Je trouvais ça rigolo et du coup, j'ai gardé ce titre parce que ça me parlait bien. Et alors, pourquoi un sacré chemin vers soi? Eh bien, parce que pour moi, à la base, au départ, le couple, c'était pas gagné du tout, hein. L'image de l'homme était extrêmement blessée en moi. J'ai eu des parents qui étaient violents entre eux, hein, qui n'hésitaient pas à hurler et à se battre devant moi, devant nous, parce que j'ai des frères et sœurs. Et puis, j'ai vécu des abus, des viols dans ma vie d'enfant et puis aussi dans ma vie de jeune adulte. Et quand il a été question de construire un couple, eh bien, j'étais vraiment dans la totale confusion. Et j'étais incapable de vivre autre chose que des relations totalement fusionnelles et destructrices, dans lesquelles je passais tout le temps d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, je passais de la fusion au rejet, de l'amour à la haine, de l'harmonie à la trahison. C'était vraiment un truc du genre, fous le camp vient ici, je t'aime moi non plus, sans arrêt. C'était ce qu'on appelle les passions destructrices. Mais en fait, je reproduisais sans cesse la violence de mon enfance, la violence dont j'avais été témoin et dont j'avais été victime. La toute première chose que j'ai compris et qu'il s'agit vraiment de comprendre dans cette histoire de couple, c'est que le couple que nous construisons dans notre vie, avec une compagne ou un compagnon, est toujours le miroir, le reflet de notre couple intérieur. Et ce couple intérieur, c'est-à-dire notre énergie féminine et notre énergie masculine, s'élabore en fonction des images parentales que nous avons eues et donc du milieu dans lequel nous avons grandi. Les images parentales, c'est papa, maman en premier, mais c'est aussi nos arrière-grands-parents.
et tous les éducateurs que nous avons eus à l'extérieur de la famille, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont exercé une fonction parentale et une fonction éducatrice à notre égard. Et ces premières images parentales vont ainsi structurer en nous-mêmes notre relation au féminin et au masculin. Ainsi, nous nous pensons libres lorsque nous vivons à un coup de foudre et que nous sommes attirés de façon magnétique vers un nouvel amour. Mais en fait, nous ne sommes pas libres du tout. Nous sommes simplement manipulés par des mémoires émotionnelles dont nous avons hérité de notre passé d'enfant, voire même à notre naissance. Et ces mémoires émotionnelles, qui sont reliées à un système de croyances, vont nous pousser vers et nous attirer à nous, c'est la loi de résonance qui est à l'œuvre, des amours qui vont venir éclairer et remettre en scène les blessures de notre passé et tout ce qui n'est pas vivant en nous. Mais cela pour notre plus grand bonheur, car l'idée, c'est bien de nous remettre en vie, de penser nos blessures, de nous sortir de nos déterminismes afin de nous rencontrer nous-mêmes et de devenir véritablement libres de ce que nous sommes. C'est pourquoi il n'y a pas de mauvais compagnons, il n'y a que des guides qui nous éclairent sur la voie de l'amour de soi et de l'éveil de notre conscience. Alors, si vous êtes intéressé pour approfondir et mieux comprendre comment se structure en nous et comment nous corporalisons en nous-mêmes nos images parentales, je vous invite vraiment à aller regarder ma conférence spectacle que j'ai remis en ligne il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez la trouver sous 2 noms différents sur YouTube, les règles du jeu, J-E, ou être parent, un jeu d'enfant. Et de toute façon, je vous ai mis le lien sous la vidéo. Mais je vous invite à aller la regarder parce que c'est vraiment un spectacle pédagogique qui vous permet vraiment de comprendre tous ces processus identitaires. J'ai donc accompli tout ce chemin de conscience et de tendresse vis-à-vis de moi-même qui m'a amenée à me rencontrer véritablement. Mais ce qui m'a le plus surprise et secouée, parce que en fait ça a été un véritable choc, c'est lorsque j'ai rencontré ma propre violence à moi. Parce que se rencontrer véritablement, c'est se rencontrer dans tous ses aspects. Et la violence, comme chez beaucoup d'êtres humains, ça fait partie de mes aspects. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris combien et comment je créais moi-même, moi aussi, de la violence. Et que la violence que je recevais de mes compagnons, qu'elle soit physique, parce que j'ai vécu de la violence conjugale, mais aussi verbale, psychologique, émotionnelle, eh bien, cette violence était juste le miroir et la réponse à ma propre violence. Parce qu'effectivement, avec l'enfance que j'avais eue, je ne faisais que rencontrer des compagnons ou violents physiquement, ou manipulateurs, ou menteurs, ou dictateurs, enfin bref. Et qui ne faisaient que renforcer ce sentiment de victime et de culpabilité dans lequel j'étais depuis toute petite. Mais en fait, comment leur en vouloir ? Aujourd'hui, je ne peux que les remercier, voire même également leur demander pardon, parce que je n'étais pas seulement une victime. Cette violence que j'ai rencontrée en moi, elle était bien plus subtile, bien plus sournoise, bien plus insidieuse que cette violence physique et brutale que je connaissais bien. Mais elle était tout aussi destructrice, peut-être même plus, car invisible à l'œil nu. Cette violence subtile et insidieuse, je l'appelle la violence yin, la violence de l'araignée qui dévore sa proie, et qui n'appartient pas qu'aux femmes d'ailleurs. Elle existe chez les hommes, car l'énergie n'est pas sexuée, la violence n'est pas sexuée. Mais cette violence yin, c'est elle qui est à l'œuvre
dans les violences psychologiques, dans les systèmes d'emprise, dans les dépendances affectives et les addictions diverses. Et ce que j'ai découvert, c'est que cette violence yin, sournoise et impalpable, est toujours à l'origine de la violence yang, qui est, elle, physique et palpable. En ce sens, la violence physique est toujours une réponse à une violence plus subtile et insidieuse. Alors il y a une espèce de diktat social qui dit que les femmes sont les victimes et les hommes sont les bourreaux, et cela depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire stop. Stop parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Croire cela, c'est vraiment se leurrer aux apparences. Et je suis désolée, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais les hommes sont tout aussi victimes que les femmes. Et il serait vraiment temps que les femmes prennent également leur part de responsabilité dans ces jeux interminables de victimes bourreaux. Pour avoir travaillé longtemps auprès des personnes victimes de violences conjugales, je peux vous dire que nombreux sont les hommes qui souffrent de violences de la part de leur femme ou encore de leur mère. Mais ce sujet est encore bien plus tabou que chez les femmes, car eux, les hommes, sont censés être forts, virils et protecteurs. Donc il est encore bien plus difficile d'en parler. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas à chercher qui est le coupable dans les relations hommes-femmes. D'autant plus que si vous avez bien compris mon propos, ce qui existe et s'exprime à l'extérieur de nous est toujours le miroir de ce qui existe à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, face à ce mot violence, beaucoup de personnes diront « ça ne me concerne pas », car ils ont une représentation un peu erronée, comme le commun des mortels, et qui définit la violence comme étant uniquement visible et physique. Mais on peut quand même constater que beaucoup de couples se meurent dans une violence quotidienne, impalpable, une violence psychologique, une violence émotionnelle. Et ces violences sont souvent exercées de façon tout à fait inconsciente, dans une seule perspective. Changer l'autre pour éviter de ressentir les parties de nous-mêmes qui sont blessées et que nous considérons comme inacceptables. Inacceptables pour tout un tas de raisons, soit parce qu'elles nous font souffrir, soit parce qu'elles sont interdites d'exister, parce que potentiellement, elles sont dangereuses pour nous. Elles peuvent déclencher des amours. Et c'est ainsi que nous cherchons à forger l'autre à notre image pour nous rassurer, nous sécuriser et rester ainsi dans une sorte de confort, une sorte de zone de confort, certes, mais qui nous fait quelque part rester petits, infantiles, immatures, et qui finit par nous faire souffrir. Alors il existe plusieurs façons de faire pour tenter de contrôler la relation et de changer l'autre. Nous allons nous plaindre, lui faire des reproches ou le culpabiliser. Nous allons lui demander de satisfaire nos besoins et nos désirs, ou encore nous allons nous soumettre à ses demandes, à ses besoins, à ses désirs. Enfin bref, tous ces scénarios, je les connais par cœur car je les ai tous mis en œuvre pendant des années. Jusqu'au jour où j'ai dit stop et où j'ai accepté de regarder véritablement mon compagnon, celui que j'ai choisi, comme étant un guide, une âme lumière. J'aime bien parce que dans le mot amour, on peut le couper en deux, ce qui donne âme d'un côté et our. Our, je l'ai déjà dit dans une précédente émission, en hébreu, ça s'écrit O-W-H, je crois, ça veut dire lumière. Donc on peut vraiment considérer qu'un amour, c'est une âme lumière qui vient éclairer les parties de moi dont je suis séparée et qui me demande désespérément de rentrer à la maison.
J'ai eu envie de vous parler du couple ce soir et j'espère que vous aurez des questions ensuite. Là, je termine mon petit ce que j'avais envie de vous dire déjà. Donc j'ai eu envie de vous parler du couple parce que c'est vraiment un sujet qui est d'actualité pour moi. Je suis rentrée d'Inde il y a quelques mois, donc j'ai séjourné en Inde pendant 2 mois et j'ai retrouvé le compagnon de qui je m'étais séparée 1 an auparavant. Donc ça faisait pile poil 1 an qu'on était séparés et donc j'ai vécu avec ce compagnon pendant 4 ans et je pensais vraiment l'avoir quitté définitivement. Et même si j'avais encore des sentiments profonds pour lui, c'est lui qui avait mis un terme et je pensais que c'était mieux comme ça parce que l'impression vraiment qu'on tournait en rond et qu'on on n'y arrivait pas, quoi. Mais en rentrant d'Inde, j'avais vraiment un élan, une aspiration et mon cœur me dictait d'aller le voir pour le rencontrer. Alors tout dans ma tête me disait: «Non, non, n'y va pas». Et ça m'a titillé un bout de temps et puis, finalement, mon cœur à qui j'ai quand même délégué les rênes de ma vie a eu gain de cause et je suis allée le retrouver. Et quel bonheur! J'ai eu la joie de le retrouver vraiment apaisé, grandi et agrandi. Et finalement, nos cœurs se sont à nouveau rejoints dans une relation où les plaintes et les reproches n'ont plus leur place. Et en fait, cette année de séparation a été pour moi l'occasion de faire le vide et de faire un vrai plongeon à l'intérieur. Et dans cette rencontre avec le vide, j'ai compris que les conditions que j'avais mises à notre relation par le passé étaient en fait les conditions que je m'étais imposées à moi-même pour m'aimer. Je prenais ainsi conscience que je m'aimais de façon conditionnelle. Et comme je m'aimais de façon conditionnelle, eh bien, naturellement, j'avais rencontré un homme qui m'aimait de façon conditionnelle. Logique. Donc j'avais beau me plaindre, et ce n'était que le reflet de moi-même, de la relation que j'entretenais avec moi-même. Alors bien sûr, il me faisait des reproches sans arrêt que je ne comprenais pas, car moi, je ne lui faisais jamais de reproches, parce que moi, et j'étais dans l'amour inconditionnel. En fait, c'est ce que je voulais bien me faire croire, hein, mais j'avais pas compris à quel point je me mentais à moi-même. Aujourd'hui, j'en ai pris pleinement conscience parce que j'ai fait du chemin et je le remercie parce que j'ai pu enfin rencontrer toute cette part de moi dont il se faisait le miroir et que j'ai pu accueillir en moi. De la même façon, je ne comprenais pas pourquoi, moi qui voulais m'engager dans une vie de couple, construire un couple, j'avais rencontré un homme qui ne voulait pas ni être fidèle ni s'engager. Qu'est-ce que j'ai pu l'emmerder avec ça? Et en fait, pendant toute cette année, j'ai complètement revisité le concept de fidélité et d'engagement. Car effectivement, je pensais, comme beaucoup d'entre nous, que la plus belle fidélité était la fidélité à soi-même. Et oui. Mais c'est qui soi-même? C'est qui soi-même? La version étriquée dans laquelle nous végétons? Alors, je peux effectivement être très fière d'avoir été fidèle et engagée pendant des années à mes certitudes et à mes croyances limitées. Mais aujourd'hui, je comprends que ces histoires de fidélité et d'engagement sont bien souvent des pieux que nous enfonçons profondément pour nous attacher et sécuriser notre mental. Mais ils empêchent de circuler l'amour librement. Car j'ai découvert que pour être pleinement vivante, le seul engagement qui veille,
c'est celui que je voue à l'amour, à la vie, au vivant, c'est-à-dire à l'inconnu le plus total. Hmm, quelle liberté! Vivre le couple dans cette dimension, je peux vous assurer que plus rien à voir. À l'époque où nous nous sommes séparés, je me souviens lui avoir dit également que je ne m'étais jamais choisie, que je ne m'étais jamais sentie choisie par lui. Normal, parce que oh là 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 là, j'ai un petit carré intempestif qui arrive sur mon écran. Donc oui, donc je disais que je ne m'étais jamais sentie choisie par lui. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, eh bien, je me rends compte bah oui, que c'était bien normal parce que moi-même, je ne m'étais pas choisie. La vie nous aime. La vie nous aime profondément et elle nous apporte toujours tout ce dont nous avons besoin pour épanouir notre cœur et notre âme. Et je m'émerveille chaque jour à quel point c'est vrai, à quel point c'est vrai. Au final, avec beaucoup d'humilité, je peux m'avouer et avouer que tous les problèmes que je voyais chez lui, parce que c'était lui qui avait un problème, bien entendu, eh bien, étaient en tout point, mais vraiment en tout point, ceux qui se trouvaient bel et bien chez moi. Alors, je pouvais toujours lui faire la guerre. C'était juste une guerre que je menais contre moi-même. Aujourd'hui, je me suis choisie dans l'amour inconditionnel de tout ce que je suis et seulement ce que je suis. Et voilà que cet amour du passé revient, ayant lui-même accompli ce chemin intérieur et en beau miroir, il me déclame qu'il m'aime et qu'il me choisit. Merveilleux, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai envie de terminer juste en vous disant que pour moi, vivre le couple sacré, c'est vivre l'union sacrée en soi, c'est-à-dire l'amour inconditionnel de toutes les parties de soi. Couple sacré, chemin sacré vers soi, sacré chemin. Voilà, donc je laisse la place à vos questions, avec l'envie d'approfondir tout ce que j'ai dit, parce que j'ai survolé plein de choses, mais voilà, donc je vois qu'il y a des commentaires. Bonsoir, on est en plein dans l'actualité du couple avec la pleine lune des amoureux. Ah oui, la pleine lune des amoureux. Pleine lune, donc là on est la pleine lune. Pourquoi la pleine lune des amoureux? Ah, tu nous en dis plus, Mila? L'impression que tu racontes mon histoire. Oui, bonsoir, quel vaste sujet. Je bégaye. Chaque nouvelle expérience nous fait grandir et avancer. Oui, quand on cherche chez l'autre qu'il remplisse un vide intérieur. Oui, en fait, c'est l'espace. Ce vide intérieur, c'est l'espace que nous n'avons nous-mêmes pas investi, en fait. Et qu'on va demander désespérément à l'autre de remplir, pensant que la réponse elle est à l'extérieur. Mais très souvent, l'éducation que nous avons reçue ne nous a pas permis d'élaborer en nous-mêmes les repères suffisants pour nous permettre de nous aimer nous-mêmes et de comment dire, de comprendre comment fonctionnent les lois de la vie et du vivant. Et donc c'est souvent comment dire, par non-conscience, par impuissance qu'on va chercher à l'extérieur.
Et, et donc voilà. Donc, vous n'êtes pas trop bavard ce soir, il n'y a pas de questions? La question du vide intérieur, c'est aussi, c'est toute la question du du rapport à l'inconnu aussi. C'est-à-dire que finalement, pour aller, découvrir nos ressources intérieures, il faut vraiment accepter d'aller faire ce saut dans l'inconnu et que l'inconnu nous fait peur et comme l'inconnu nous fait peur, c'est un petit peu la même chose qui fait qu'on a du mal à couper le cordon. D'ailleurs, logiquement, c'est pas l'enfant qui doit couper le cordon, c'est le parent qui coupe le cordon. Mais eux-mêmes n'ayant pas coupé le cordon, ils sont incapables de couper le cordon. Donc, quand on commence à être un peu plus éveillé dans la conscience de soi-même, ben, c'est nous les enfants qui sommes obligés de couper le cordon. Et c'est pas évident parce que bah, ça inverse les rôles, quoi. Mais couper le cordon avec ses propres parents, ça nous permet de couper le cordon avec ces images parentales qui sont blessées et qui sont même, comment dire, dévoratrices pour nous-mêmes. Et en coupant ce cordon, finalement, on apprend à devenir un père et une mère pour soi-même. Et devenir un père et une mère pour soi-même, c'est effectivement accepter de se séparer pour vraiment aller à la rencontre de qui nous sommes véritablement. Et cette dimension de nous, elle est dans l'inconnu. Catherine, que dirais-tu sur une relation qui devient toxique? En fait, on vit toujours un petit peu les mêmes scénarios, quoi, hein. C'est-à-dire que au départ, on a un coup de cœur, on a un coup de foudre, on a euh, voilà, un élan vers quelqu'un et on va voir a priori, parce que en fait, ce qui fait qu'on est attiré vers cette personne, ce n'est pas ce qu'on voit a priori. Il y a plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure, aussi bien dans ce qu'on va appeler le positif que le négatif, mais il n'y a pas de positif et de négatif, c'est nous qui allons juger ça comme ça, parce que finalement, l'autre, la rencontre, mais c'est un énorme cadeau que la vie nous envoie en fait, hein. Et on va juger l'autre comme étant négatif, les parts de l'autre qui vont se révéler et qu'on va juger comme négatif, c'est parce qu'en fait elles viennent nous réveiller dans nos souffrances, dans nos blessures, hein, qu'elles viennent mettre en lumière des zones qu'on ne veut pas explorer en nous. Donc comme elles nous font souffrir, on dit que c'est négatif ces parts-là. Et donc la relation elle devient toxique parce que plutôt que euh, d'aller regarder en nous-mêmes, eh ben, à quoi ça fait écho, à quoi ça fait résonance, et d'aller euh, du coup ouvrir ces parts de nous et ouvrir aussi toute notre capacité à en prendre soin. Eh bien, nous allons essayer de faire taire le comportement qui a déclenché ça. C'est-à-dire, on pense que ce qui nous fait souffrir, en fait, c'est le comportement de l'autre. Alors, pas du tout. Ce qui nous fait souffrir, c'est la part de nous, notre part intérieure, blessée, toutes ces émotions enfouies qui ne demandent qu'à être libérées, mais auxquelles nous résistons. Donc, pour ne pas ressentir ces émotions, pour continuer à ne pas les ressentir, eh bien,
je vais essayer d'agir sur l'extérieur, sur le comportement de la personne. euh, et en fait, ça va ne faire que empirer. C'est vraiment le même système que la maladie, hein. Quand un symptôme émerge quelque part, on va essayer de faire taire le symptôme, mais ça ne guérit pas la cause, d'accord? Donc on va faire taire d'un côté, ça va ressurgir de l'autre, et la relation, elle devient toxique parce qu'à un moment donné, on nourrit un processus, ce que j'appelle euh, un jeu de pouvoir, en fait, hein, où on pense que c'est l'autre qui est responsable de notre souffrance, donc on va essayer de faire taire ou d'anesthésier, enfin de mettre en place des choses pour que l'autre arrête de faire ses comportements. Donc les stratégies sont multiples, hein, plutôt que d'aller regarder en soi. Et en général, la stratégie qu'on va mettre en œuvre pour que le comportement de l'autre arrête, va réveiller chez l'autre euh, des blessures, des souffrances, etc. Donc il va y avoir un truc de résonance, un jeu de miroir où chacun va essayer d'empêcher l'autre de le faire souffrir avec toutes les stratégies possibles et imaginables. Alors quand il y a beaucoup d'amour, on va essayer de le faire avec beaucoup d'amour, mais des fois ça pète. Et en fait, la relation toxique, elle émerge comme ça. Et donc la première chose quand on est dans une relation toxique, c'est d'arrêter de nourrir euh, cette relation et d'aller regarder en soi-même à quoi ça fait résonance et d'accueillir en soi-même la blessure et de d'accepter parce que la seule façon de penser une blessure, alors on peut la penser avec un E, on peut la penser avec un A, mais c'est d'accepter de libérer l'émotion. Parce que ce qui nous fait souffrir, je le dis, je le redis, je le répète, ce qui nous fait souffrir, c'est la résistance à nos émotions. Et en fait, si on accepte de ressentir l'émotion, de la laisser passer à travers nous, alors on ouvre notre canal intérieur. Et ce canal, il est le même pour tout, pour l'émotion, pour l'amour, pour la vie, pour la lumière, enfin. Et c'est ainsi que l'émotion va pouvoir se libérer, se transmuter pour se transformer en qualité d'être, en amour. Donc, plus on résiste à l'émotion, plus on va souffrir, plus on va croire que c'est l'autre qui est responsable, et c'est un cercle vicieux en fait. Voilà, l'autre n'est nullement un ennemi, mais un révélateur. C'est vraiment quand on est dans cette conscience-là, c'est magique, c'est magnifique. Il est révélateur, mais l'autre, c'est le plus beau cadeau que la vie puisse nous faire, en fait. Et c'est en quoi le couple est un véritable chemin initiatique, un chemin spirituel à proprement dit. Mais ce qui est vrai pour le couple et l'union amoureuse, c'est vrai pour n'importe qui. C'est-à-dire que le miroir de l'autre, il est valable, que ce soit nos enfants, que ce soit nos amis, que ce soit notre patron, nos collègues, enfin tout être, tout autre est une partie de soi qui vient nous révéler une partie de soi à épanouir, à accueillir. Donc, ma relation aux hommes a beaucoup évolué, mais une partie reste bloquée parce que j'ai grandi sans père. Je reviens d'un voyage au Liban où j'ai rencontré l'âme d'un père que j'ai eu dans une autre vie. Ce père et moi, dans cette autre vie, nous aimions profondément. Nous avons été séparés par la maman et depuis,
Je vis et je ne m'autorise pas cet amour paternel et dans cette vie, si je m'en prive. Vous savez, on peut chercher désespérément dans les vies antérieures, dans le transgénérationnel. Enfin, on peut chercher, chercher, chercher. Tout ce qui n'est pas dans sa place de passé est dans notre présent. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher le pourquoi du comment dans le passé, parce que de toute façon, tout est ici et maintenant. Et que chercher, vouloir comprendre, parfois on tourne en rond, c'est des cercles vicieux, c'est des cercles infernales, parce que je me souviens avoir travaillé avec des personnes victimes qui avaient été victimes, mais qui ne se souvenaient pas exactement des détails. Et il fallait qu'elles se souviennent parce qu'il fallait qu'elles comprennent et qu'à un moment donné, on ne peut pas tout comprendre. La seule chose qui est réelle, c'est qu'à l'intérieur, d'où qu'elle vienne, il y a une émotion bloquée qui demande à être accueillie et ressentie. Donc ça, c'est la réalité, c'est la vérité du moment présent. Donc il y a deux possibilités où on passe son temps à comprendre, à essayer de comprendre, et on lâche rien, on continue à faire de la résistance parce que, comment dire, c'est notre mental qui veut comprendre, d'accord? Notre mental n'a pas accès au soi, n'a pas accès à notre être profond. Une émotion, ça ne se gère pas avec le mental. Une émotion, ça se gère avec le corps, avec le corps, en acceptant tout simplement d'ouvrir et d'accepter d'éprouver cette émotion. Donc, on peut comprendre le pourquoi du comment et ne jamais rien changer à sa vie. Ça, c'est par exemple une des problématiques de la psychanalyse que j'ai vraiment rencontrées chez beaucoup de personnes qui, après avoir fait des psychanalyses, sont venues me voir. Et on va passer 15 ans en psychanalyse, on va comprendre le pourquoi du comment des choses. Alors ça, ils en savent, hein, mais émotionnellement, on reste toujours bloqué. Donc, voilà, c'est vrai que parfois, quand la vie ne nous apporte pas de quoi comprendre, mais des fois c'est tellement gros comme une maison, c'est en face de nous, mais on ne veut toujours pas comprendre. Bah, l'idée, c'est simplement en revenir dans l'instant présent, au corps qui lui nous donne des messages très précis. Et simplement accepter de ressentir cette émotion-là à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est quand l'autre en face, hein, il a un comportement, une réaction, quelque chose qui va nous faire réagir. Réagir, j'emploie ce mot de réaction parce qu'il y a une différence entre la réaction et l'action, d'accord? Quand on réagit, on est on est coupé de l'émotion. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas le temps d'accueillir l'émotion pour la gérer. On la prend, on la rebalance sur l'autre. Donc on est dans la réaction. Donc là, on est coupé de l'émotion. Et qu'est-ce qu'elle fait l'émotion? Qu'est-ce qu'on fait de l'émotion de laquelle on est coupé? On tente de la balancer sur l'autre. Et en général, ça fonctionne parce qu'il y a des jeux de miroir, hein, c'est ce qu'on appelle la relation toxique, qui fait que notre réaction va justement être celle qui va faire résonance chez l'autre. Mais on se rend compte jamais par hasard, on se rend compte toujours parce qu'il y a des choses en miroir qui se passent. C'est vraiment c'est la loi d'amour qui est à l'œuvre. Hein. Couper le cordon a été réellement total après le décès rapproché de mes deux parents. Oui, alors on peut couper le cordon après le décès des parents, comme on peut ne pas le couper même après leur décès. Je vois ça quotidiennement. C'est-à-dire que j'entends des personnes qui disent je suis allée habiter à 1000 km de ma mère, comme ça au moins je suis sûre qu'elle me fout la paix. Mais une relation fusionnelle, elle est fusionnelle dans l'énergie. Et même si on est parti à 1000 km, c'est pas ça qui permet la coupure émotionnelle. Ça va donner une illusion d'eux, mais il y a un moment donné où ça nous rattrape. Et on peut avoir perdu nos deux parents. On peut avoir été abandonné à la naissance et ne les avoir jamais connus. Si euh, la relation fusionnelle, elle peut exister, elle existe
dans l'énergie. D'ailleurs, une relation fusionnelle n'existe que dans l'énergie. Parce que, comment dire, physiquement, dans la réalité, on voit deux êtres séparés, d'accord? Parce qu'à partir du moment où on a coupé le cordon physique à la naissance, on est censé être séparés physiquement. Donc, dans ce qu'on voit avec nos yeux, on voit deux êtres séparés, on ne voit pas de fusion, on voit deux êtres séparés. Donc, la fusion n'existe que dans l'énergie. Donc, c'est pas parce qu'on est loin qu'il n'y a pas de relation fusionnelle, c'est pas parce que l'autre est décédé qu'il n'y a pas de relation fusionnelle, etc. Donc, il s'agit vraiment de pas se fier aux apparences, à l'illusion des apparences. Alors, l'autre... alors, divorcée depuis 5 ans, ces dernières années, dès que je rencontre quelqu'un, cette personne me quitte sans raison apparente. Je ne suis pas jalouse, maladive et hystérique. Ce schéma se répète. D'accord. Alors, les raisons pour lesquelles elles sont multiples, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es l'héritière de mémoires émotionnelles au niveau transgénérationnel, potentiellement au niveau karmique, et très certainement de ton passé d'enfant, d'accord? Donc, ce qui se joue à travers toi, comment tu es manipulé pour te choisir des compagnons qui vont te quitter, parce que il y a des scénarios intérieurs qui sont à l'œuvre et en lien avec des émotions bloquées de toute façon, et donc avec des croyances. Ce qui serait intéressant, c'est de le travailler plus en profondeur. Je ne sais pas si tu l'as déjà travaillé. En tous les cas, on peut aller regarder ça en lecture intuitive, si ça te dit d'aller approfondir. Mais il y a très probablement un scénario intérieur qui t'empêche de construire une relation de couple, comme si le couple pour toi c'était interdit, c'était maudit, c'était soit un scénario parental, transgénérationnel, quelque chose que tu as intégré en ton fort intérieur et qui, et qui pour toi t'empêche de construire, enfin de construire un couple. Et, et en fait, comment dire, c'est pas forcément tes actes qui vont générer ça, c'est tu fais en sorte de choisir le compagnon qui va faire ça. C'est-à-dire que de toute façon, vous êtes en jeu de miroir tout le temps. Et que cette personne qui va te quitter de façon intempestive comme ça, certainement, elle joue aussi des scénarios répétitifs. Et donc, c'est intéressant d'aller creuser ça un peu plus. Je ne sais pas si je t'éclaire. Alors, non, je n'ai jamais travaillé, mais je veux bien. Ça doit être lié à mon père, je suppose, mais je voudrais en sortir. Eh bien, écoute, prends contact avec moi, on peut faire un travail là-dessus. Alors, j'essaie de m'y retrouver dans toutes les questions. Oui, comprendre est encore le mental. Notre mental, ce n'est pas notre ennemi non plus. Bien au contraire. On lui en donne tellement à faire, en fait, on lui délègue tellement tout le pouvoir de notre vie qu'il en a trop à faire. C'est foutons-lui la paix, notre mental. Il a plein de talents magnifiques, notre mental. Grâce à lui, on peut répéter les gestes du quotidien. Grâce à lui, on peut parler. Grâce à lui, on peut, comment dire, exprimer notre intuition, exprimer nos émotions. Grâce à lui, on peut faire plein de choses, quoi. Et donc,
c'est pas une dimension de nous qu'il s'agit de bannir, mais souvent il est malade, il est souffrant, on lui en donne trop, il est fatigué. Donc, faut pas tout lui déléguer. Donc, à un moment donné, c'est arrêter de lui donner un peu de nourriture, quoi. Hein. C'est le mettre au repos, hein, mais vous savez, comment dire, s'aimer de façon inconditionnelle, c'est aimer toutes les parties de soi, mais c'est aimer son corps, c'est aimer son mental aussi, c'est aimer son ego. C'est simplement, c'est que tout ce petit monde-là, il doit reprendre sa juste place. Et le mental est au service de l'être, est au service du cœur, et non pas l'inverse. D'accord? Donc, quand on commence à se réconcilier avec son corps émotionnel et avec son et à épanouir son être, et ben du coup, il y a les choses, elles reprennent leur place. Et, et comment dire, le mental n'est pas en guerre avec l'être. Il est tout content quand l'être prend le relais, en fait. Quand notre mental il se sent aimé, accueilli, il s'apaise, il est content en fait, il est très content. Je peux vous assurer qu'il est content. Alors, comment faire pour faire sortir cette émotion qui doit me faire souffrir? Alors, il n'y a pas à faire sortir une émotion. L'émotion, c'est simplement l'autoriser à exister. Ce qui te fait souffrir, c'est pas entends-moi bien, essaie d'entendre ce que je te dis. Euh, Écoute comment tu t'exprimes. Comment faire pour faire sortir cette émotion qui doit me faire souffrir? C'est pas ton émotion qui te fait souffrir, c'est ta résistance à ton émotion. C'est parce que tu l'empêches de s'exprimer, c'est parce que tu ne veux pas ressentir, parce que dans ton enfance, parce que c'est notre culture, c'est comme ça, et dans chaque famille, ça s'est traduit d'une façon spécifique, mais notre culture, d'une façon générale, ne nous apprend pas à ressentir. On nous apprend très vite que nos émotions ne servent à rien, que c'est mal d'être en colère, que c'est nul d'avoir peur, que c'est, enfin, etc. Donc, on ne nous apprend pas. Et les émotions, elles sont très vite interdites. D'accord? Et puis, alors, parfois, on va avoir des émotions, une émotion plus qu'une autre, qui est encore un peu plus interdite qu'une autre. Donc, très vite dans ton enfance, tu vas apprendre à te couper de tes émotions. Voilà. Donc, c'est un travail de déséducation. Hein? Il faut détricoter ce qui a été tricoté à l'envers pour le remettre à l'endroit. En gros, c'est un peu ça. Et l'idée, c'est vraiment de t'autoriser à vivre tes émotions, à les éprouver. C'est-à-dire de t'autoriser à être en colère, de t'autoriser à être triste, de t'autoriser à avoir peur, de t'autoriser à te sentir coupable, de t'autoriser à te sentir jalouse, à te sentir, enfin, tout ce qui se présente, tout ce qu'il a dans ta vie, à un moment donné, tu vas réprimer ces émotions qui sont reliées à des croyances. Oh ben non, c'est mal d'être jalouse, oh ben non, c'est mal d'être en colère. Bon, à un moment donné, non, c'est pas mal, c'est normal. C'est normal. Derrière la colère, il y a un besoin d'affirmation. C'est notre être qui a besoin de s'affirmer dans ce qu'il a de plus unique et de plus spécifique. En fait, toutes nos vies, on nous explique comment il faut être comme tout le monde, alors que notre être est unique, différent. Plus on va vers notre être, plus on s'aperçoit que nous sommes uniques et complètement différents des autres. Donc si on n'accepte pas la différence, si on n'accepte pas de transgresser les codes et les lois qu'on nous a imposés et les règles qu'on continue à se donner à soi-même, c'est ça couper le cordon. Hein. C'est arrêter de nourrir les règles, les lois qu'on nous a imposées pour devenir notre propre père, se donner ses propres règles et notre propre mère, apprendre à s'aimer tel que l'on est, de façon inconditionnelle. Personne, 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 personne ne nous apportera jamais cet amour inconditionnel. Je veux dire, enfant, c'était nos parents, mais maintenant c'est trop tard, c'est foutu. D'accord? Une fois adulte, c'est nous.
Et on est tous victimes de notre éducation. Enfant, on n'a pas le choix, mais adulte, on a la possibilité de choisir ce qu'on va faire de notre éducation, de ce qu'on a reçu, de nos blessures, de nos croyances. Et on court tous après la même chose. Quand on écoute les personnes s'exprimer, c'est toujours les mêmes scénarios, quoi. On cherche désespérément le prince ou la princesse, ou la quête ultime à l'extérieur de nous qui va pouvoir nous apporter cette quête, cet amour inconditionnel. Mais il n'y a que nous qui puissions nous l'apporter. Il n'y a que nous. Pas la peine de courir à l'extérieur, ça n'existe pas. On sera toujours déçu, on sera toujours trahi, on sera toujours. C'est comme ça qu'on entretient les relations toxiques. C'est en croyant que la réponse va venir de l'extérieur. Et on reproduit exactement la même chose lorsqu'on va chercher un gourou, lorsqu'on va chercher un maître, lorsqu'on va mettre notre thérapeute sur un piédestal en disant mais oui c'est lui, c'est lui, c'est lui. On fait la même chose quand on parce que je parle souvent de la nourriture comme étant une source c'est-à-dire que comment on va chercher à anesthésier nos émotions avec la nourriture, mais ça peut être aussi avec la lecture, ça peut être aussi avec une activité avec laquelle on est addict, en fait, toutes sortes d'addictions qui va anesthésier l'émotion. Euh, parce qu'à un moment donné, ça va donner une réponse illusoire qui va apaiser notre mental et nous faire croire 5 minutes que l'émotion elle a disparu. Mais en fait, l'émotion, tant qu'elle n'a pas été éprouvée, elle est toujours là. Alors ça, je peux vous assurer qu'elle est toujours là. Et si elle ne peut pas passer par là, elle passera par là. Et au bout d'un moment, bah, elle va s'exprimer à travers des maladies, à travers des symptômes, à travers du stress, à travers tout un tas de choses, voire même des accidents, et, enfin, tout un tas de choses. Donc, pour en revenir à Aline, tu n'as pas, donc ce n'est pas ton émotion qui te fait souffrir, c'est ta résistance à l'émotion. Et tu n'as pas à, à vouloir la faire sortir. Laisse-la vivre. C'est simplement la laisser vivre. C'est vraiment l'autoriser. À la limite, tu lui parles. Quand tu vois arriver cette émotion à l'intérieur de toi, j'imagine que tu as repéré peut-être, mais peut-être que c'est pas si facile de repérer comment elle s'appelle cette émotion. Tu peux lui donner un nom. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? C'est les 3 grandes émotions de base. Après, on peut le décliner d'une autre façon, mais euh, et autoriser cette partie de toi à exister. Tu t'adresses à elle comme si c'était une personne. Et une personne qui vient frapper à ta porte et qui a envie d'entrer, qui a envie que tu l'accueilles et que tu la prennes dans tes bras. Et à partir du moment où tu la prends dans tes bras, et elle va s'apaiser, elle va se calmer. Mais c'est autoriser ton émotion à exister. Tu lui dis, tu lui exprimes. Bonjour émotion, je t'autorise à exister dans ma vie. Et tu la laisses te traverser. Et tu vois bien ce qui se passe. C'est lâcher le contrôle, lâcher le contrôle. C'est s'abandonner dans les bras de la vie, quoi. C'est advienne que pourra. C'est se laisser mourir, se laisser mourir. C'est pour ceux qui n'ont pas vu l'atelier d'hier soir, il y a un replay que j'ai posté. Vous pouvez le regarder. Et j'explique ça. L'atelier questions-réponses d'hier soir, le 25. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais bon, si tu viens me voir, on en reparlera. Alors, je suis en parfait accord avec ce que tu dis. Tu n'as pas lu mon message jusqu'au bout. Oh, désolé, il y avait une question. Tu t'es arrêté au message intergénérationnel que j'ai reçu et qui a été essentiel. Oui, bah du coup, j'ai pas la fin, la question. Je suis désolée. Donc, pour ma compréhension d'un schéma qui se répète en génération en génération. Oui, donc Mila, tu me confirmes que ça serait
une répétition d'un schéma transgénérationnel. Donc ma question est comment s'accueillir concrètement? Juste respirer chaque instant qui se présente. Comment s'accueillir concrètement? C'est accepter ce qui est là. Par exemple, ce qui est là. Alors ce qui est assez, étant donné qu'on juge les choses, on va les couper en deux. Et il y a ce qui est bien et il y a ce qui est mal. Je ne sais pas si vous voyez cette facilité que vous avez à accueillir ce que vous jugez comme étant bien. Eh bien, pour ce qu'on juge comme étant mal, c'est exactement la même chose. C'est les accueillir avec autant de joie, parce qu'en fait, c'est notre mental qui nous fait croire que c'est mal, que c'est une difficulté, que c'est une souffrance. D'accord? Donc, il va contrôler pour ne pas l'accueillir. Mais si, face à ce que tu définis comme étant difficile, comme étant une souffrance, comme étant une contrainte, si simplement tu lui dis et tu penses sincèrement que c'est un petit trésor qui est en train d'arriver dans ta vie et que tu l'accueilles avec joie et bonheur, et que tu l'autorises vraiment à, à entrer dans ta vie et à éprouver ce que la vie te propose, en fait. Parce que de toute façon, c'est la réalité. C'est la réalité. Et ça, tant que on n'en a pas fait l'expérience, on a du mal à le croire. Mais derrière derrière chaque problème se trouve la solution. En fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je ne sais pas si vous aviez vu mon émission sur le sujet qui s'appelle Il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment ça. Il n'y a pas de problème. Comme il n'y a pas de mauvais compagnon. Il y a rien de mauvais. C'est toujours une part de soi qui s'exprime par l'extérieur et qui vient te dire accueille-moi, prends-moi dans tes bras. Et, donc pour s'accueillir, mais chaque chose qui arrive dans ta vie, tu l'accueilles comme étant un cadeau. C'est-à-dire que tu ne t'empêches pas de ressentir. Très souvent, dès qu'il y a une émotion qui est là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller manger quelque chose, on va aller chercher un bouquin pour trouver la réponse, on va appeler le médecin, on va tout de suite tenter de trouver une réponse à l'extérieur. Alors que la première action, je ne parle pas de réaction, action, c'est respirer. Hein, tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de respiration, c'est respirer parce que rien que respirer, déjà, ça ramène dans l'instant présent. Et c'est accepter de ressentir ce qui se présente, l'émotion. Si c'est une peur, ben c'est j'ai peur et j'accepte de ressentir la peur. Je me laisse traverser par la peur, j'éprouve la peur, j'ai peur. Et la peur a le droit d'exister dans ma vie, c'est normal d'avoir peur. Et derrière la peur, à partir du moment où on autorise cette peur à exister, ben ça veut dire qu'on n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans la résistance, on l'accueille, donc on l'aime. Donc quand on est dans cette posture-là, on est connecté à notre source d'amour. Et c'est l'amour qui fait le travail. Dès qu'une partie de soi est autorisée à exister, c'est-à-dire qu'on accepte de la ressentir, elle se transmute, elle s'apaise, elle se calme. Et donc accueillir concrètement, c'est vraiment c'est vraiment ça, quoi. Il n'y a rien de mal. C'est c'est comment on est dans des mécanismes, une émotion qui émerge en lien avec une croyance, et tout de suite on va se juger en disant ah non, c'est pas bien. Ah si, c'est bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien parce que ça a été empêché durant l'enfance, parce que ça a été des codes familiaux, des règles, ça a été pourquoi c'est pas bien? Donc tout de suite on se rétrécit, on s'enferme dans une boîte, donc on se coupe de l'émotion parce qu'elle est en lien avec la croyance et que la croyance elle doit pas exister, l'émotion non plus. Et en fait, c'est accueillir,
Par exemple, tout à l'heure on parlait de jalousie, mais s'il y a une jalousie, une émotion là de jalousie qui arrive, c'est mais que la jalousie est interdite, mais c'est de s'autoriser à être jalouse. Je peux être jalouse. Et à partir du moment où on se laisse traverser par l'émotion, par la vibration, par la sensation, et qu'on accueille ça, bah, quelque part, on accueille la partie de soi blessée, on accueille la part de soi qui était interdite d'exister. Parce que peut-être que petite fille, j'étais interdite d'être jalouse. Peut-être qu'il y a une grosse blessure derrière un gros chagrin. Mais si, parce que c'est pas bien, on se coupe de cette partie, mais le gros chagrin, il reste là. Mais ce gros chagrin, il a besoin d'être accueilli, il a besoin d'être libéré et d'être transformé, transmuté. Je sais pas si je suis claire. Alors, Anaïs, si on n'est pas notre ego, ni notre mental, ni nos pensées, et si l'idée est de se désidentifier de l'ego, ok, mais alors on est quoi au juste? Quelle est cette dimension infinie? Alors, il y a quelque chose qui me titille un petit peu dans ce qui se raconte par les uns et par les autres que j'entends, enfin des personnes qui font de l'accompagnement, enfin, etc., et qui effectivement vont dire dans un même temps, tout est relié, tout est énergie, tout est ici et maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui est amour. Nous sommes amour et nous sommes donc tout ce qui est. Donc si nous sommes tout ce qui est, nous sommes aussi notre ego, nous sommes aussi nos pensées, nous sommes aussi notre mental, nous sommes tout ça. Et nous ne le sommes pas. Les deux sont vrais simultanément. L'idée, c'est simplement de ne pas s'identifier à ces parties. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ou ça ou ça. Nous sommes tout ce qui est, c'est aussi simple que ça. Donc j'ai un peu du mal à comprendre ces maîtres qui viennent dire que nous ne sommes pas notre ego. Oui, je dirais que là où il y a une erreur d'interprétation, c'est de croire que nous ne le sommes pas du tout. Mais nous sommes aussi ça, puisque tout est énergie. L'ego, c'est de l'énergie. Le corps, c'est de l'énergie. Les pensées, c'est de l'énergie. C'est aussi de la matière. Mais nous sommes tout cela en même temps et nous ne le sommes pas. Donc, ce qu'il s'agit juste de comprendre, c'est que il ne s'agit pas de s'identifier et de se figer dans une forme, en fait. Parce que même si nous avons ce corps de matière, nous ne sommes pas que ce corps de matière. Nous sommes tout ce qui est. Donc, je trouve ça parfois un peu complexe et contradictoire ou paradoxal les explications que certaines personnes donnent. Donc moi, j'ai envie d'en venir tout simplement au bon sens. Et si nous sommes tout ce qui est, nous sommes aussi notre corps, notre mental et notre ego. Et donc apprendre à s'aimer soi-même, et c'est apprendre à aimer son ego, son corps, son mental. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ne pas s'identifier. C'est-à-dire que s'identifier, c'est figer dans une forme, c'est croire qu'on n'est que ça. Mais non. C'est l'alliance entre nos deux grandes dimensions qui sont matière et lumière, hein, c'est-à-dire énergie dense et énergie subtile. Hein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est les deux en même temps, simultanément. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Anaïs. Ça prend une vie pour apprendre à se libérer de nos attentes vis-à-vis de l'extérieur. Alors, si c'est ta croyance, ça peut prendre une vie, oui. Ça peut prendre une seconde. Alors,
Aline, c'est plus de la colère en forme de boule dans le ventre et au plexus et ça se déplace aussi. Ah bah ouais, c'est la colère. Donc, c'est bien de ça dont je te parlais, hein, la colère. Donc, il y a certainement, comment dire, une interdiction puissante de ressentir la colère dans ton environnement enfant. Tu ne devais pas avoir le droit d'exprimer cette colère. Et donc, aujourd'hui, tu continues à nourrir cette règle. Donc, tu te coupes, tu t'interdis de ressentir parce que quelque part, le danger, c'est je ne vais pas être aimé. Si j'exprime ma colère, on va me rejeter. Et donc, tu te sens coupable d'exprimer ta colère. Quand on se sent coupable, on est coupé de sa source. Donc, en fait, si tu veux, là, l'émotion comment dire, la première émotion à accepter de ressentir, c'est la culpabilité. C'est parce que tu ne veux pas te sentir coupable, parce que tu veux te sentir aimable, hein, mériter d'être aimé. Lorsqu'on se sent coupable, ça veut dire qu'on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé. On est coupé de sa source d'amour. Donc c'est vraiment autoriser cette partie de toi qui se sent coupable à exister et à accepter de ressentir cette culpabilité. Parce que le fait d'exprimer ta colère, ça va te faire sentir coupable. Et donc c'est cette émotion-là qui bloque la première, c'est celle-là. Et une fois, donc en fait, en lâchant la colère, tu es obligé de lâcher la culpabilité. En fait, la grosse émotion souvent qui bloque toutes les autres, c'est celle-là, quoi, la culpabilité. Parce que le gros danger à exprimer, à se laisser éprouver par les émotions, c'est que parfois, il y a même dans la tête de l'enfant qu'on était, il y a danger de mort. Hein. C'est notre survie qui est en jeu hein, quand on est enfant. Mais une fois adulte, c'est plus valable. Hein, ça, c'est... Mais bon, donc le gros enjeu, effectivement, c'est de ne plus être aimé, c'est d'être rejeté, trahi, abandonné. Donc accepter de ressentir la culpabilité, c'est accueillir en soi cette part qui se sent coupable, cet enfant blessé en nous, qui croit qu'il ne mérite pas d'être aimé, que s'il exprime telle ou telle émotion, tel ou tel besoin, telle ou telle demande ou désir, il va être rejeté, condamné. Et voilà, donc il s'agit de traverser cette émotion en acceptant de... Eh ben, si tu poses un acte qui te fait ressentir coupable, eh ben, ressens-toi coupable. Autorise la culpabilité à exister dans ta vie. Tu as le droit de te sentir coupable. Et plus tu vas t'autoriser à te sentir coupable, plus en faisant des actes qui sont bons pour ton être, en fait, hein, eh ben, plus cette culpabilité, elle va se transformer en amour. Parce que si tu acceptes de te sentir coupable, tu es donc connecté à ta source d'amour et c'est l'amour qui va transmuter cette émotion et qui va remplir ton être. Alors, je vis une relation à distance avec le meilleur ami de mon ex-conjoint. L'un l'autre, savant que la situation est problématique, pour autant, nous nous attirons comme deux aimants. Comme deux amants. Eh bien oui, les aimants, c'est s'aiment. Les aimants s'aiment. Et oui, donc nous savons que la relation est problématique. Donc, à mon avis, il y a des petits nœuds à démêler parce que c'est qui mène la danse dans cette histoire-là? Est-ce que c'est les sentiments? Est-ce que c'est le mental à qui on donne encore un peu trop de pouvoir, qu'on vient encore encombrer avec des choses qui seront normalement à gérer avec le cœur, mais on lui donne encore un peu trop de boulot et on lui en fout une couche, donc du coup on bloque toute la machine et on s'enferme dans des trucs absolument impossibles. Donc ça serait à démêler plus précisément, il faudrait que j'en sache un peu plus, mais il n'y a pas de problème. Donc la situation est problématique, il n'y a pas de problème. Cette situation, elle vient t'apporter une magnifique solution, quelque chose de merveilleux, mais qui est rendu problématique parce que ton mental vient te dire que c'est problématique. Ton mental surchargé vient te dire que c'est problématique.
Essaye de voir le problème comme étant la solution. Euh, et d'accueillir véritablement en allant dans l'aventure, quoi. Après, bon, si tu veux, j'en sais pas suffisamment, mais je te donne un petit éclairage comme ça peut être une piste à explorer. Donc, je vois bientôt par ailleurs, je le vois bientôt par ailleurs, alors je vois un aspect karmique, mais également un effet miroir qui nous permet de nous soigner. Que peux-tu en dire, s'il te plaît? Moi, je suis jamais à chercher dans le passé, hein, karmique, transgénérationnel, enfin, etc. C'est pas mon souci. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant, dans le présent. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un effet miroir. Peu importe d'où ça vient, il y a un effet miroir, ça c'est clair. Dans toutes, on ne rencontre jamais personne par hasard, un couple ne se forge jamais par hasard, c'est les scénarios qui s'attirent, qui résonnent. Dans un couple, il n'y en a jamais un qui est plus intelligent que l'autre, c'est pas vrai, on est sur la même longueur d'onde. Et le jour où on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, de toute façon, le couple se sépare. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné parfois des histoires qui se terminent parce qu'il y a vraiment des histoires de vibrations d'ondes qui sont c'est terminé, quoi. C'est voilà. Mais tant qu'on est ensemble, ou qu'il y a des attirances, des résonances, c'est que il y a vraiment. Donc le monde extérieur est le miroir de notre monde extérieur, donc de notre monde intérieur. Donc tout est miroir. Chaque partie du monde que l'on perçoit à l'extérieur de nous est le miroir d'une partie de nous. Et qui plus est, le compagnon, la personne par qui on est attiré. Donc il y a un effet miroir, c'est évident. Et cet effet miroir permet non pas de te soigner, mais de t'épanouir. C'est pas la même chose. Cet effet, l'autre vient éclairer des parties de toi que tu vas pouvoir épanouir et que tu vas pouvoir prendre en charge, que tu vas, tu vois. Les exercices, donc voilà, je sais pas si je, je réponds à ta question. Toujours pareil, hein, il faudrait que j'en sache un petit peu plus. Après, il y a toujours possibilité de prendre rendez-vous avec moi en consultation. Donc, les exercices respiratoires du pranayama et exercices de Tao sont fondamentaux pour l'être et l'écoute de soi. De toute façon, tout ce qui, comment dire, tout ce qui est respiration, c'est fondamental. La respiration, c'est voilà, c'est on arrive sur Terre, incarner la matière, c'est respirer, quoi. Et la respiration, on peut appeler ça exercice, mais c'est quelque chose de complètement naturel qu'on a oublié de pratiquer de façon pleine et entière parce que quand on est coupé de notre source, quand on se sent coupable, on est coupé et on est coupé de notre respiration, c'est-à-dire qu'on va avoir le corps coupé en deux et on ne peut plus respirer de façon ventrale. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un bébé. Quand vous observez un bébé, la seule partie qui bouge, c'est laquelle? Son ventre. Parce que la respiration ventrale est la respiration naturelle. Vous ne verrez jamais un bébé respirer d'ici, d'accord? Ou alors c'est qu'il est vraiment malade. Nous respirons naturellement de façon ventrale. Mais progressivement, la culpabilité, le fait de se couper de sa source d'amour fait qu'on se coupe de l'instant présent et qu'on ne respire plus. Et quand on ne respire plus correctement, donc on va respirer juste avec le haut du corps et ben, on n'a plus une bonne oxygénation et ça continue à nous embourber le cerveau et à nourrir ce fonctionnement cérébral qui est pathogène en fait. Et, donc respirer de façon ventrale, c'est la première chose. C'est pour ça que accueillir ce qui est là, c'est la première chose, c'est respirer, quoi. Respirer. Je respire. Le fait de respirer de façon ventrale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la respiration ventrale, c'est vraiment vous posez les mains sur votre ventre et vous faites gonfler, en inspirant, vous faites gonfler votre ventre.
Et en expirant, vous appuyez les mains sur votre ventre pour aider éventuellement, pour vraiment sentir le mouvement, quoi. Et puis il y a un moment donné où ça redevient vraiment naturel. Et il y a quelque chose qui se ralentit du coup, il y a quelque chose voilà, qui donc la respiration, ça nous ramène dans l'instant présent. Et donc tout ce que la méditation de pleine conscience, les tous les ce qu'on appelle les exercices de respiration, enfin et cetera, c'est des choses qui nous rééduquent à la respiration et qui nous ramènent dans l'instant présent. Ce qui fait qu'on n'accueille pas nos émotions, c'est parce qu'on vit dans notre passé et qu'on se brochette dans notre futur. C'est-à-dire que dans notre passé, si j'exprimais ma colère, je me faisais gronder, voire même je me faisais taper dessus, hein, ou j'étais punie, enfin, etc. Donc là, c'est notre mémoire qui nous joue des tours, et donc on va s'appuyer sur cette croyance-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se projette dans le futur. Aujourd'hui, si j'exprime ma colère, je vais être punie, je vais être frappée, on va pas m'aimer, enfin, etc. Donc en fait, c'est la seule raison pour laquelle on n'accueille pas nos émotions. C'est parce que on s'ancre dans le passé, on se projette dans le futur. Si on revient dans l'instant présent, et c'est pour ça que la respiration, c'est vraiment essentiel, mais tout ça n'est dans l'instant présent, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mila, donc merci pour tes réponses, elles résonnent juste, super alors. Oui, donc il faut accepter ce qui nous blesse de la personne en face. On est le reflet de la blessure que l'on a à soigner en nous. Alors, il y a aussi un discernement à avoir. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, lorsqu'il y a des situations de violence extrême, physique, hein, l'idée première, c'est quand même de se sortir de la situation. C'est-à-dire que on va pas accepter de se laisser taper sur la gueule sous prétexte que c'est le miroir d'une partie de nous-mêmes. Alors ça, c'est clair que c'est le miroir, hein, c'est que la violence qui est en train de s'exprimer à l'extérieur est vraiment le reflet d'une violence qui est imprimée à l'intérieur. Mais la première chose, c'est-à-dire que comprendre n'est pas subir, parce que je comprends ce qui est en train de se jouer, que je vais le subir, d'accord? Donc l'idée, c'est déjà de sortir de la situation, de se mettre en protection. La deuxième étape, à ce moment-là, d'aller ouvrir et de regarder en soi, effectivement, ce à quoi ça vient faire résonance, quelles sont les parties de moi que j'ai à épanouir pour ne plus répéter les mêmes scénarios. Et donc d'aller libérer toutes les émotions bloquées. Donc c'était simplement pour faire un petit discernement. Mais d'une façon générale, de toute façon, quelquefois ça se fait en 2 temps, mais après, il y a beaucoup de situations sur lesquelles on peut le faire vraiment en situation. Mais c'est vrai qu'au départ, moi je vois bien dans mon parcours, hein. C'est-à-dire que parfois il me fallait, au début, il me fallait 1 semaine avant de comprendre les choses et de pouvoir, ok, j'ai compris ça, donc c'est ça que je dois mettre en œuvre, enfin, etc. Et puis progressivement, au fur et à mesure de mon cheminement, où je m'autorisais à ressentir mes émotions, à les exprimer, enfin, etc. Le moment où je prends conscience et le moment où j'exprime, ils devenaient de plus en plus rapprochés. Et aujourd'hui, ça se fait vraiment dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive et immédiatement, je suis en mesure d'accueillir ce qui est là. Avant, il me fallait 1 semaine avant d'accueillir, et je finissais par accueillir, et donc à ressentir. Et après, ça a été 2 jours, après 1 journée, après 1 demi-heure, et aujourd'hui, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se fait vraiment simultanément. Donc, être tendre avec soi-même, c'est-à-dire que si on n'y arrive pas et qu'on sent qu'on n'y arrive pas, l'idée c'est de ne pas juger la partie de soi qui n'y arrive pas. C'est toujours la même chose. Il y a un sentiment d'impuissance qui arrive. Je n'y arrive pas, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Pouf, on accueille. Là, c'est de la puissance, c'est de la colère, de la tristesse. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Donc, c'est pas de se juger parce qu'on n'y arrive pas, c'est vraiment d'accueillir cette partie de nous qui nous juge, parce que cette partie de nous qui nous juge, c'est une partie blessée et qui croit qu'elle n'est pas aimable.
Donc, si on l'accueille, elle se sent aimée, elle se calme. Donc, c'est vraiment, c'est toutes les parties de soi, tout ce qui arrive, tout ce qui arrive. Alors, merci. Oui, tu mets en lumière certains aspects que j'occulte, notamment celui de la culpabilité. Donc, mon cœur me dit de penser. Super, génial. Alors, bonsoir, merci. Depuis mon ex-compagnon, ça fait 5 ans que je suis seule. Je viens tout juste de rencontrer quelqu'un, mais j'ai peur de me tromper et de ne pas être encore prête. Ah, la peur, la peur, la peur. Accueille ta peur. Accueille. Accueille. Accueille ta peur et surtout accueille ton cœur. Ce que te dit ton cœur. Donc, toujours pareil, hein, c'est ta peur. Donc, tu résistes. Tu vas te couper de tes émotions, mais si tu te coupes de tes émotions, tu te coupes de ta source d'amour et tu te coupes de la relation à l'autre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? C'est que ta peur va se retrouver entre toi et lui. Donc, accueillir la peur, c'est t'autoriser à l'exprimer, c'est t'autoriser donc à aller dans cette relation, peut-être à partager avec cet homme que tu rencontres euh, que tu as des peurs, hein, c'est peut-être aussi le partager, c'est t'autoriser à te sentir fragile, c'est t'autoriser à y aller doucement, petit pas par petit pas. C'est-à-dire, très souvent, quand il y a une relation amoureuse qui démarre, c'est comme deux trucs là qui s'enflamment et ça monte aussi haut que ça redescend aussi bas. Et l'idée, c'est pour aller dans une relation de cœur, une relation en tendresse, ben, il s'agit d'aller lentement. C'est comme la véritable respiration, hein. C'est laisser le temps au corps, au cœur, au mental de s'aligner à la vie, de faire son œuvre, laisser le temps à l'autre. Parce qu'en fait, la fusion, la relation amoureuse, c'est fusionnel, d'accord? Mais l'idée, c'est de pouvoir, parce que souvent au début, c'est très fusionnel, et puis on dit qu'il faut 3 ans pour que la relation, on fait le deuil de la lune de miel, hein, il y en a qui appellent ça comme ça, pour reprendre un peu où on fait des ajustements, où chacun reprend un peu son espace. En fait, l'idée, c'est de laisser l'espace de la relation suffisamment, comment dire, disponible pour que chacun puisse y entrer à volonté ou en sortir. Dans le sens, il s'agit vraiment de se respecter. C'est autoriser la peur à exister dans ta vie. C'est vraiment autoriser à ta fragilité d'exister et t'autoriser à aller doucement, en tendresse avec toi-même. Donc c'est pas ne pas y aller, mais c'est y aller doucement. Voilà, donc on n'est jamais prêt à une relation amoureuse. Jamais. Hein, c'est comme être mère ou être père, on n'est jamais prêt. C'est en y allant que c'est dans l'expérience que ça se construit. On peut toujours s'amuser à vivre une histoire d'amour par procuration, hein. Il y en a qui vivent ça derrière la télé, à travers des feuilletons, etc., hein, mais c'est en faisant, c'est en allant dans l'expérience que ça se structure, que ça s'élabore, que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit dans l'expérience. C'est parce qu'on y va que ça s'élabore, d'accord? La foi en la vie, c'est pareil. C'est, c'est vraiment laisser à un moment donné c'est être à l'écoute de tes peurs, parce que voilà, mais derrière la peur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? Il y a un élan d'amour. Il y a quelque chose qui dit vas-y, quoi. Alors vas-y, vas-y. Tu te prends par la main, tu prends la partie blessée de toi par la main et tu, et, et tu lui dis, allez, on y va toutes les deux. Hein. Alors, donc quand on est en train de vivre une situation de conflit violent avec quelqu'un, peut-on à la fois accueillir son énorme colère tout en verbalisant sa rage à l'autre pour se libérer de notre colère?
Quand tu sens une énorme colère en toi monter et que, au point, c'est que très souvent tu es coupé de ta colère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui réagit en toi et que tu es dans un état disproportionné. Cet état disproportionné fait que, comme tu es coupé de ta colère, tu la prends et tu la balances sur l'autre. C'est ce qui génère la violence, en fait, hein. Parce que si tu ouvres complètement le tuyau et que tu accueilles pleinement cette émotion, tu la balances pas sur l'autre, ça ne se transforme pas en violence. Ah, donc en fait, aujourd'hui, je suis capable, comme beaucoup, peut-être que certains d'entre vous peuvent le dire aussi, de vivre de la colère de façon très calme. La colère, ce n'est pas de la violence. Plus on est coupé de notre colère, plus on devient colérique et violent. Je reprends cet exemple de la vous imaginez que la colère, c'est une personne qui vient frapper à votre porte, d'accord? Si vous lui ouvrez pas la porte, elle va frapper de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Elle va vous manipuler, elle va vous déborder et elle va tellement vous déborder que c'est l'autre qui s'en prend plein la gueule. Parce que vous êtes coupé. À partir du moment où vous accueillez pleinement cette émotion, beh, elle vous traverse, mais c'est prendre en charge, gérer ses émotions, c'est vraiment ça, c'est arrêter de les balancer sur les autres, quoi. C'est j'accepte de la ressentir pleinement parce qu'elle m'appartient. Elle n'appartient qu'à moi. Et à partir du moment où j'accepte de la ressentir, elle se transforme. Par contre, si je reste coupée, elle va me manipuler et c'est l'autre qui subit les pots cassés. Donc quand on sent qu'il y a quelque chose qui est dans le réactionnel et que ça commence à dégénérer, bah, l'idée c'est que si tu as la conscience à ce moment-là que là il faut arrêter et qu'il faut sortir parce que sinon tu vas hurler. Hurler, c'est aussi violent pour l'autre que pour soi-même, hein, parce qu'on se hurle, c'est une partie de soi qui se hurle à soi-même. Quelque chose qui dit tais-toi à l'intérieur, hurle, parce que ce que l'autre vient de dire, le comportement qu'il a eu, la parole qu'il a eue, est venu réveiller une partie de soi qu'on veut anesthésier absolument. Donc quand on se met à hurler, on hurle sur cette partie de soi, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Donc on est hyper violent avec soi-même. Donc à ce moment-là, après, bon, de toute façon, si la situation elle se passe et que la violence est, l'idée c'est pas d'aller se juger, c'est simplement accepter que ça s'est passé comme ça, quoi. Mais pouvoir vraiment avoir cette conscience que cette part de nous là qui a déclenché tout cet ouragan en nous, bah, c'est une part de nous, oui. Enfin, cet être extérieur, c'est une part de nous. Et qu'en voulant, euh, quand on est violent avec quelqu'un, c'est qu'on cherche à anesthésier ce qui nous fait mal, hein. Et c'est pas dehors, c'est jamais dehors que ça se passe. Alors, donc oui, Anaïs, quand tu hurles sur l'autre, tu ne libères pas ta colère en fait. Euh, Tu peux dire la même chose. euh, alors, oui, c'est vrai que tu parles pas de hurler, hein, tu parles de verbaliser. Donc, verbaliser, oui, oui, oui. En fait, il s'agirait de mettre des nuances à ce que tu dis, en fait, parce que peut-être que j'ai un peu tendance à le, à le, l'interpréter, mais c'est voilà, c'est accueillir sa colère, ça peut être tout à fait effectivement, mais là, comme tu parles d'une énorme colère, voilà, donc si c'est une énorme colère, oui, mais en tous les cas, ça peut se faire. Je veux dire, il y a une colère qui arrive, tu l'accueilles et tu la verbalises à l'autre. L'idée, c'est que si tu vois que tu la balances à l'autre, c'est que tu es coupé, c'est que tu n'accueilles pas, c'est tout. Observe ça, simplement. C'est que si ça sort sous forme vraiment de violence, c'est que tu es coupé, c'est que tu n'accueilles pas. L'accueillir, c'est la ressentir et tu peux la verbaliser. C'est même parfois important de pouvoir verbaliser
Donc je ne sais pas si je réponds à ta question. J'espère que ça peut t'éclairer. Alors, apprendre à passer du conflit agressif au simple désaccord respectable qui permet d'évoluer. Oui, et en même temps, il s'agit d'accueillir ce qui est là, ce qui est là, hein, c'est ce que je disais précédemment. C'est-à-dire qu'au départ, c'est toute une rééducation. Donc, il ne s'agit pas de se juger ou de se forcer, parce que c'est ça le risque, hein, c'est de passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que puisqu'il faut être dans un désaccord respectable, on va se couper de notre émotion pour rester dans l'amour. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accueillir l'émotion et c'est accepter d'aller dans l'inconnu, c'est accepter de se planter, de se tromper, de faire une connerie, c'est peut-être accepter de vivre de la violence, mais en tous les cas, on ne sait pas comment ça va sortir, mais c'est toujours être tendre avec soi et ne pas se juger sur ce qui se passe. C'est faire les choses en conscience. Et, et au fur et à mesure qu'on est dans cet éveil de la conscience et qu'on est dans l'acceptation de ce qui est, même si là, ben voilà, si c'est passé comme ça, ben effectivement, j'étais un peu violente. Je veux dire, ben voilà, c'est comme ça. Mais de toute façon, ne jamais occulter qu'il y a toujours des jeux de miroir qui sont là et que euh, si vous êtes amené à un moment donné à être violent, c'est que ça a du sens aussi pour la personne qui est en face. Tout est, euh, tout est en lien, quoi. Tout est en lien. Hein. Il n'y a pas à venir se flageller en disant oh mon Dieu, j'ai fait du mal, j'ai fait du mal. C'est que s'il y a ce jeu-là qui s'est mis en scène, c'est que ça a du sens pour les deux personnes. Toujours, toujours, toujours. Toujours, ne jamais oublier, avoir vraiment cette vision unifiée. Brigitte, je hurle sur mes guides et eux, ils savent comment faire avec cela. Oui, Brigitte, c'est exactement cela, avoir de l'amour pour soi, ce que l'on est vraiment. Alors, j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire. Alors attends, du coup là je sais plus qui ça. Oui, Jean-Michel, dépêchons-nous d'aller doucement. Donc, il n'y a pas de relation saine, parents-enfants, hommes-femmes, amis-amis, etc. Sans amour véritable pour qui l'on est. Oui, tout à fait. Sinon, on bascule dans le vampirisme énergétique. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est tant que on ne s'aime pas de façon inconditionnelle dans tout ce que l'on est et seulement ce que l'on est. Il ne peut pas y avoir de relation saine à l'extérieur. C'est commençons par avoir une relation saine avec soi-même et à s'autoriser à être sans se juger. Même si à un moment donné, ben, on se trouve détestable, on a été détestable. Hein. Mais et pourquoi j'aurais pas le droit d'être détestable? Ça, c'est des jugements qu'on se fait vis-à-vis de soi-même. Quoi. Donc la partie qui nous juge comme étant détestable, elle a besoin d'être accueillie, cette partie-là. Donc c'est toujours accueillir tout. Bon, je vois que il y a encore plein de questions qui arrivent. Il est 9h30 là, donc on va peut-être penser à s'arrêter, et il y en aura d'autres. Hein. Donc, je suis en mode break en ce moment, mon mari et moi sommes en pause, je suis mieux comme ça, je m'occupe de moi, je pense à moi. Je suis Christine. Merci Christine. Je crois que c'est bien parce que finalement, voilà, ça rejoint un peu le témoignage que je faisais tout à l'heure par rapport à mes relations. On s'est séparés pendant 1 an et comme cette séparation était vraiment ferme et définitive, eh ben, quelque part, ça m'a permis de faire un deuil et de me retrouver véritablement, véritablement. Je suis allée dans le total inconnu. Et puis finalement, pouf, cette relation redémarre. Incroyable. Donc c'est vraiment pouvoir s'accorder de l'espace et du temps. Et puis vous savez, des fois, euh, on est très exigeant vis-à-vis de l'autre, parce qu'on est très exigeant vis-à-vis de soi. Hein. C'est-à-dire, on prend conscience de choses et on voudrait que l'autre il aille aussi vite que nous. Mais l'autre ne va pas aussi vite que nous. D'accord? Mais le fait que l'autre n'aille pas aussi vite que nous, c'est souvent le miroir que on aurait peut-être tendance à vouloir aller trop vite. C'est-à-dire que
il y a la prise de conscience, il y a comment ça je vais le faire descendre dans mon corps, comment ça va effectivement, se transmuter pour, faire laisser advenir une nouvelle posture d'être. D'accord? Donc tous les changements en profondeur mettent du temps. C'est voilà, tout ce qui se fait très vite, c'est souvent très éphémère, très, très superficiel. Donc le fait que le compagnon mette plus de temps et ben, c'est un vrai cadeau. C'est laisser l'espace au compagnon d'aller à son propre rythme. Ne pas chercher à essayer de le changer, à essayer qu'il comprenne absolument, à essayer de c'est simplement être soi, faire ce qu'on a à faire sur soi et je le répète, si le compagnon met plus de temps, c'est peut-être que nous, on veut aller trop vite et donc laisser de l'espace, laisser respirer la relation, s'accorder du temps vraiment, pour soi, hem, ouais, c'est vraiment ça, l'image de laisser respirer la relation. Je trouve ça sympa. Je suis encore allée hurler ma colère dans la nature, faire le tigre comme explique Tal Scheller. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Il y a plein de quand on a vraiment de la rage à l'intérieur, c'est l'idée c'est ça, c'est aller, taper dans des coussins, dans la nature, taper sur tout ce qu'on veut, mais arrêter de taper sur soi et sur les autres, quoi. Mais libérer ses émotions, c'est vrai que Tal Scheller, il y a tout un travail autour de ça et quand elles sont vraiment très violentes à l'intérieur, c'est s'autoriser à aller hurler, ouais, à aller hurler, voilà. À aller hurler, à pleurer, à se laisser mourir quelque part, hein. C'est aussi ça, quoi. Il faut être 2 pour s'adapter. Mon mari et moi nous sommes séparés. Oui, alors ça j'ai déjà lu. Oui, tant que l'on vit dans le monde de la forme, les miroirs sont partout. Ce qui importe est de ne plus laisser aspirer son regard sur ces miroirs, voir en priorité au-delà de son cœur. Oui, en même temps, j'ai envie de te dire que moi je laisse je j'en suis arrivée à un point où je veux plus rien en fait, je laisse vraiment être ce qui est là quoi. Je cherche pas à comment dire? Je cherche rien en fait. J'accueille simplement ce qui arrive. C'est, voilà donc les miroirs sont partout, oui les miroirs sont partout et je cherche pas à les éviter. Bien au contraire, bien au contraire. C'est ce qui me permet vraiment de surfer sur les vagues de la vie, hein. C'est ce que je disais, hein, pour surfer, on rentre dans la vague. On n'évite pas la vague. Voilà, bah, écoutez, hein, donc après c'est plein de jolis compliments. Merci, merci. Voilà, 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 super. Bah, écoutez, merci, merci, merci à tous. On va s'arrêter là parce que, ouais, merci, 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 merci. Plein de petits compliments. Merci à vous. Merci et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, à très bientôt, donc quand je serai de retour en France dès la semaine prochaine. Voilà. Belle fin de soirée à vous et merci. Merci.